Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce numéro 2 de 60 minutes pour comprendre, vous l'aurez compris. Tous les soirs, 60 minutes pour essayer d'analyser, de décrypter, de vous donner des clés de lecture pour essayer de mieux comprendre ce qui fait l'actualité nationale et internationale et aussi revenir sur des faits d'actualité. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire ce soir. N'oubliez pas que cette émission est aussi la vôtre. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur Twitter, hashtag 60MPC. Vous avez été nombreux à réagir hier et nous vous en remercions pour la première de 60 minutes pour comprendre. Les experts qui ont accepté de nous éclairer ce soir sont Média Liwa. Vous êtes sociologue, bonsoir merci d'être avec nous ce soir. Fedwa Misk, vous êtes journaliste et fondatrice du webzine Khandisha. Nahima Senaji, militante des droits de l'homme, j'en rajoute pas plus, et sociologue. Merci d'être avec nous ce soir. Et enfin, Youssef Chehbi, vous êtes avocat au barreau de Casablanca. J'aimerais juste dire que en fin d'émission hier, nous avons eu un tweet assassin, mais très gentiment, en nous disant que ça manquait de femmes. Et bien, je suis ravi de vous accueillir, mesdames, ce soir. Jub Dinsgan, Short de Asfi, nous n'allons pas parler chiffon ce soir, mais revenir sur un été qui fut très chaud, de nombreuses polémiques liées à des voies de fait, à l'égard notamment de femmes en raison de leur tenue vestimentaire jugée trop légère, ont défrayé la chronique, suscitant de vives réactions sur les réseaux sociaux d'abord, ensuite de débats au sein de la société civile, dans la classe politique et enfin suscité des mobilisations sur le terrain. Les libertés individuelles sont-elles en danger dans l'espace public? De simples citoyens peuvent-ils se faire justice tout seuls? Maroc vers une police des mœurs, c'est le titre que nous avons choisi pour l'émission de ce soir. Nous en discuterons après une mise en perspective de Ilyes Sadreni. L'été fut chaud, particulièrement à Insgan. Souvenez-vous, le 16 juin dernier, 2 jeunes femmes âgées de 23 et 29 ans sont arrêtées alors qu'elles se rendaient à leur lieu de travail. Leur crime? Porter une jupe bien trop courte pour l'espace public. À Casablanca et dans d'autres villes du royaume, la société civile s'est mobilisée pour défendre les libertés individuelles. La loi est censée protéger tout le monde. La liberté et la justice doivent bénéficier aux hommes comme aux femmes. Le Maroc est un pays de liberté, de démocratie et de droits de l'homme. Pourtant, sur le terrain, ces concepts sont loin d'être appliqués. Nous vivons toujours dans un système imparfait. La loi ne protège pas les plus faibles et parmi les plus faibles, les femmes. Loin de faire l'unanimité, la mobilisation pour les libertés individuelles se heurte souvent aux désaccords d'autres franges de la population. Il y a de la débauche partout. Je suis contre ce sit-in, je suis conservateur, comme mes parents, comme tout le monde. Cette mobilisation n'est pas justifiée et n'est clairement pas au niveau. Nous sommes un pays musulman et pas un pays où l'on peut s'habiller comme on veut. C'est honteux. Les gens devraient respecter cela et ne pas se dénuder pendant le ramadan. L'article 483 condamne la nudité volontaire, l'obscénité des gestes et des actes, par une amende ou une peine de prison selon les cas. Les Marocains sont tolérants. Ce n'est pas aujourd'hui que l'on va commencer à critiquer les habits des uns et des autres. L'éducation doit viser à améliorer le comportement. Nous devons éduquer les jeunes à avoir un comportement civilisé. Nous devons œuvrer pour améliorer la jeunesse marocaine et les générations futures. Et surtout, protéger nos familles, nos jeunes filles et aussi l'espace public pour qu'il soit un bien commun. Qui décide du caractère obscène d'une tenue? Les hommes et les femmes sont-ils égaux devant la loi? Vaste polémique qui a été lancée cet été. Je vous voyais regarder le sujet avec beaucoup d'intérêt et qui pose finalement les bases de ce dont nous allons essayer de parler ce soir. Alors, on va en débattre, mais essayer aussi de décrypter, de comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Et j'aimerais, avant qu'on débatte clairement et sereinement de cette polémique, faire tout simplement un petit tour de table. Mais alors, très rapidement, lorsque vous avez vu ce sujet et avec ce que vous avez vécu, nous reviendrons ensuite sur la base juridique de toute cette affaire. Fedwa Misk, journaliste, vous avez vu ce sujet, j'ai vu vos réactions très rapidement.
Très rapidement, je suis déjà contente qu'on en discute maintenant et pas à chaud, parce que là, ça nous permet un petit peu d'avoir un peu de recul. Et moi, ma première remarque, c'est que juste après le Ramadan, justement, il n'y a plus de polémique pareille. Et ça me fait poser des questions. Voilà. Youssef Chahbi? Personnellement, en regardant avec le recul, hein, avec le recul, et personnellement, je suis très optimiste. C'est la mobilisation de la société civile, les réactions immédiates et la possibilité de défendre une position de liberté individuelle me rend optimiste sur le fait que les Marocains sont encore capables de défendre leurs droits et leur liberté. C'est-à-dire, un événement comme ça aurait pu passer inaperçu. La réaction des réseaux sociaux, la mobilisation... Alors, on y reviendra justement. Je voulais vraiment votre réaction à chaud par rapport à ce sujet. Naïma Senaji. J'aurais aimé être aussi optimiste que... Oui. J'aurais aimé. Ça ne veut pas dire que je suis pessimiste. J'ai confiance aussi en la société civile. Mais vraiment, pour démarrer le débat, je dirais j'ai peur pour mes libertés individuelles. Et enfin, Mehdi Alewa. Oui, on voit bien que les gens posent des questions. Hein. C'est ça qui est intéressant. Vous posez des questions, mais les gens aussi qui sont interviewés, ils prennent des positions. On a derrière les deux positions. Là, on a les deux positions. Et est-ce que c'est un débat de valeur ou est-ce que c'est autre chose qui se joue? C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Vous êtes sociologue et nous aborderons ça, cet axe-là, bien sûr. Alors, revenons brièvement sur le fond juridique de l'affaire. Et c'est ça qui est vraiment intéressant à décrypter. Sur quelle base juridique, Youssef Chahbi, vous êtes avocat, a-t-on arrêté les filles d'Inzghan? On reviendra sur la chronologie tout à l'heure, mais sur quelle base juridique concrètement? Il y a un article de loi qui a été... Oui, les deux jeunes filles d'Inzghan ont été poursuivies sur la base de l'article 483 du Code pénal qui fait référence à la nudité volontaire ou à l'obscénité des gestes et qui prévoit une sanction pénale, des peines de prison et des amendes. Alors, je vais le lire. C'était nu? Non, c'était pas nu. Alors, je vais le lire. Justement. Je répondais à la question qui était, c'était sur quelle base juridique. Personnellement, je n'étais ni présent au moment où on les a arrêtés, ni au moment où j'étais présent le jour d'audience. Alors, je vais le lire et justement, je vais vous faire réagir sur l'interprétation qu'on peut en faire et de quelle manière ça peut être utilisé à l'encontre de quelqu'un. L'article 483 du Code pénal, je le lis rapidement. Quiconque, par son état de nudité volontaire ou par l'obscénité de ses gestes ou de ses actes, commet un outrage public à la pudeur, est puni de l'emprisonnement d'1 mois à 2 ans et d'une amende de 200 à 500 dirhams. L'outrage est considéré comme public dès que le fait qui le constitue a été commis en présence d'un ou plusieurs témoins involontaires ou mineurs de 18 ans ou dans un lieu accessible au regard du public. Je le lis en entier, comme ça on sait absolument de quoi on parle. Est-ce que, à l'écoute de ça, ça porte à confusion? Bien sûr. Bien sûr, ça porte à confusion. Ça parle de nudité, effectivement, mais... Nudité volontaire ou obscénité des gestes ou des actes? Justement. Alors, j'ai deux remarques par rapport à ça. Premièrement, nudité volontaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir complètement nu, sortir plus ou moins découvert, porter une jupe, porter un pantalon, être juste... porter quelque chose, un habit moulant. Parce que je pense que... Dans le procès, c'était ça. On avait mentionné que les filles portaient quelque chose de moulant. Vous avez les épaules nues, là, par exemple? J'ai les épaules nues. Heureusement que je suis... Est-ce qu'on parle de nudité partielle? Alors, nudité, oui, j'ai les épaules nues, comme beaucoup d'hommes sortent en short, sortent torse nu. Exactement. Donc, la deuxième, c'était ça ma deuxième remarque, c'est que ça s'applique juste aux femmes. Et ça, je ne comprends pas. Ça, c'est votre lecture, de l'article. Non, exactement. Mais voilà, c'est de la manière. Voilà, parce que des actes de nudité, on en voit tous les jours. Les mecs circulent torse nu, ça on en voit tous les jours. Mais vous réagissez à ça justement par rapport à la masculinité. D'accord, ils ne font pas que circuler torse nu, ils se touchent leur partie génitale devant tout le monde. Enfin, des gestes obscènes, on en voit tous les jours. Exactement. Des gens qui urinent dans la rue, etc. Donc je ne savais pas que le peuple marocain était devenu un peuple aussi policé, avec une police des mœurs qui était en train de rendre tout le monde. C'est la question de l'émission. Bien évidemment, l'enjeu, j'ai fait exprès une boutade, l'enjeu, c'est l'enjeu de la place des femmes dans notre société. C'est très clair et la lecture de ce texte a été surinterprétée parce que c'était des femmes et parce qu'on avait décidé, parce qu'un procureur du roi Pudibon a décidé que ces femmes n'avaient pas leur place dans ce souk. C'est très clair. D'accord sur l'interprétation de cet article? Parce que vraiment, on démarrera de ça, après on verra par la suite ce que ça peut impliquer, mais cet article de loi doit être plus clair. Je ne suis pas juriste, mais ce que je veux dire, c'est que c'est à partir de cette affaire de Inzghan,
D'abord, je suis désolée qu'une chose comme ça arrive dans un tribunal. Il y a tellement à faire dans nos tribunaux. D'abord, il y a tellement à faire, il pourra peut-être en dire un mot. Et en fait, ce n'est pas une question de texte de loi. Pour moi, c'est une question d'atteinte à des libertés individuelles. Qui décide qu'est-ce qu'on porte? L'article, moi, je le lis en tant que citoyenne, tout court, je dirais même pas. Parce qu'il est simple à lire, hein. Il y a des articles de loi qui sont beaucoup plus compliqués. L'article concerne la nudité. Ça m'étonnerait que ces deux jeunes filles aient été nues le jour J. Ça m'étonnerait, c'est pas possible. Donc, l'article, il concerne la nudité, les gestes obscènes, vous en avez parlé, mais là, ces deux jeunes filles qui se baladent avec une jupe dans un souk ou dans une qissaria et qui se retrouvent au poste pour 24 heures, pour 36 heures, je ne sais plus, je ne me souviens plus. Mais ce qui est dramatique, c'est ça. Mais c'est pas l'application du texte. Oui, mais alors l'application, mais aussi l'application découle aussi de l'interprétation. C'est-à-dire qu'est-ce qui permet, alors là pour répondre à la question de Naïma Senaji, qu'est-ce qui permet justement d'arriver au bout du processus d'atterrir devant le procureur? Le texte, dans sa première partie, quand on parle de nudité, c'est très clair. De geste obscène, ça reste à définir. C'est quelque chose qui est très relatif. Comment définir un geste obscène, non obscène? Ce qui, dans le cas de figure, moi j'ai eu l'occasion de lire les PV de police. Les PV de police pour ces jeunes filles ne portaient pas uniquement sur sur ce qu'elles portaient, mais la manière avec laquelle elles déambulaient. Ils portaient sur leurs intentions. Le PV de police faisait ressortir des déclarations qui après ont été contestées par les jeunes filles, contestées par les avocats et contestées par tout le monde, et qui étaient de toute façon absurdes et on peut pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas croire. Donc le texte est ambigu. Le geste obscène, chacun définira. Excusez-moi, en quoi c'est ambigu? Alors, vous êtes juriste, donc vous voyez les articles de loi. C'est le geste. Non, mais tout. C'est une action. Voilà, parce que la nudité, si on prend la définition stricto sensu de la nudité, c'est c'est exposition des parties génitales à la rigueur. C'est le nu complet. C'est pas nudité. Il n'y a pas marqué nudité partielle. Non, mais ce qui est grave, c'est ce que dit Youssef, dit que dans les PV de police, il y avait leur intention. Qui connaissait, qui était dans la tête de ces deux jeunes filles pour connaître leur intention? Mais c'est leur déclaration, c'est-à-dire au moment où ils ont été arrêtés et interrogés par les services de police, elles ont dit nous nous sommes déplacés, habillés de cette manière au souk, dans l'intention de. Donc, de quoi? De draguer. Voilà, par exemple. Elles ont dit ça dans leur... Après, elles ont contesté le contenu de ces PV, les avocats les ont contestés, et même le tribunal a plus validé la position des jeunes filles que la position du procureur, parce qu'au final, elles ont été acquittées. Je peux vous dire, moi, je peux témoigner, j'étais présent dans la salle d'audience, le jour du procès, le 6 juillet. Et il y avait beaucoup d'avocats qui soutenaient, qui sont venus de partout. Il y avait une mobilisation. Sur la mobilisation, justement, des avocats. J'ai assisté aux plaidoiries des avocats. Puis j'ai assisté également au réquisitoire du procureur. Je peux vous dire que le réquisitoire du procureur était plus une plaidoirie pour les jeunes filles. C'était une manière mais il a changé entre-temps. Là, mais c'est pas le même procureur. Mais d'abord, c'est libre. Le procureur qui poursuit n'est pas obligé de défendre la même position dans une salle d'audience. Donc, le procureur s'est comporté de manière très habile le jour de l'audience. Et il y a eu une forme de reconnaissance d'une erreur et d'une réparation. C'est pour ça que je vous dis oui. Tout le monde, on a tous peur pour les libertés. Et ça, chaque jour, pas uniquement dans cette histoire. Mais ce qui est optimiste, ce que je trouve optimiste, c'est que quand même, il y a encore une société civile qui se mobilise, qui est capable de faire changer les choses. Mais alors, est-ce que la société civile va se mobiliser à chaque fois? C'est pas possible. C'est comme ça que ça fait. Vous savez, je le disais tout à l'heure à Faisal, en 2003, on s'est connus au moment du procès des sataniques. La société civile s'est mobilisée. Et à travers cette opération de mobilisation intense, le pays, le tribunal, la cour d'appel a reculé et a
acquitter les jeunes musiciens. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une évolution incroyable de la scène musicale marocaine. Entre 2003 et aujourd'hui, il y a une... Ça a été une réelle jurisprudence. Voilà. Et c'était l'explosion d'une jeunesse. Donc, il y aura toujours, pendant notre génération au moins, des affrontements sur des questions comme ça. Et chaque fois, il va falloir se défendre. Et je pense que c'est très optimiste que la société civile réussisse à avancer pas par pas. Alors justement, la société civile avance. La société civile avance, fait pression. Et entre autres, les filles n'ont pas été... mais je pense qu'il est important à dire, c'est que ce n'est pas que le rôle de la société civile. Dans la présentation, j'ai noté un petit mot qu'a dit Faisal, un débat dans la classe politique. Je suis désolée, il n'y a pas eu de débat dans la classe politique. Il y a eu des réactions à posteriori. Il y a ni le gouvernement, ni le Parlement, ni le Conseil constitutionnel. Quelques jours après, non. Il n'y a pas eu de débat à chaud. Le Premier ministre, a tout de suite... A réagi quand? Il a réagi tout de suite. C'est-à-dire, dès que l'histoire a commencé à apparaître dans la presse, il a réagi, il a dit qu'il n'était pas d'accord. Le ministre de la Justice ne pouvait pas réagir pour la simple raison que dans sa position, il ne peut pas prendre position en procès en cours. Mais là où je suis d'accord avec vous, il n'y a eu aucun débat dans la classe politique. Après, là, Nabil Ben Abdallah a pris position à un certain moment, je pense. Oui, et puis il y a eu un communiqué du ministère de l'Intérieur qui donnait lieu à toute personne, au groupe de personnes. Oui, alors justement, je vais revenir sur la chronologie. Alors, revenons sur, finalement, la chronologie très rapidement de cette affaire, pour voir comment c'est devenu une affaire, finalement. Vous l'avez dit, Youssef Chahbi, tout à l'heure, ça aurait pu passer inaperçu, mais c'est devenu une affaire. C'est-à-dire qu'on peut croire qu'il y a des choses comme ça qui peuvent arriver très régulièrement dans notre pays, mais là, c'est arrivé devant la justice. Alors, je rappelle très rapidement la chronologie. 16 juin, c'est là où les faits ont lieu. C'est relaté le 18 juin et les réseaux sociaux commencent à... Alors, je suis désolée, nous, on a pris connaissance bien avant grâce à Mejda Saber, qui est journaliste, qui est la correspondante d'Aujourd'hui le Maroc à Agadir. On l'a su le jour même. Voilà, et donc tout de suite, les réseaux sociaux ont commencé à grâce à ces sources, et c'est elle qui nous a dit qu'elles ont été arrêtées et que le lendemain, elles ont été acquittées. Et c'est à partir de là, et c'est grâce notamment à sa mobilisation, que ça a commencé à faire le tour des réseaux sociaux. Mobilisation, bon après, ça donne lieu à une audience, la première audience le 6 juillet, le 13 juillet, la deuxième audience, où ils ont été acquittés. Alors, les réseaux sociaux, est-ce que ça suffit à expliquer le retentissement de cette affaire? Parce qu'il y a beaucoup d'autres faits qui adviennent, mais est-ce que les réseaux sociaux sont devenus centraux, Mehdi Aliwa? Non, ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est l'agora. Les réseaux sociaux sont comme une agora, c'est un endroit où on s'exprime et où on peut échanger des idées. Alors c'est sûr, parfois c'est un peu, comment dire, un peu exagéré, parfois c'est aussi détourné, il peut y avoir des manipulations. Ce n'est pas non plus tout le monde qui s'exprime sur ces réseaux sociaux, mais dans un pays où finalement on a peu de sondages, finalement on a peu d'émissions, on n'a pas du tout de sondages en fait, et on a peu d'émissions de débat, même si on en a de plus en plus, fort heureusement, on a les réseaux sociaux pour pouvoir s'exprimer. Mais je pense que derrière cela, c'est vraiment une question de société très profonde qui est en jeu. Je pense que les Marocains se sont beaucoup plus modernisés qu'ils n'en donnent l'aspect. On reviendra justement, ça c'est vrai. La question de la modernité, c'est important. Oui, mais elle est centrale, mais on verra finalement à la fin si... Mais pas modernité au sens où on l'entend, au sens global. C'est-à-dire que l'État a une mission de service public et une mission de protection des citoyens dans leur façon de vivre. Et lorsque l'État s'immisce dans les relations sociales, dans l'intimité des gens, dans leur tenue, dans leur comportement, ça pose un problème. Et donc c'était ça qui était en jeu. Et les réseaux sociaux l'ont exprimé. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, ça serait exprimé ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut... Dans la chronologie, il y a aussi la mobilisation de la société civile. Il y a le 16 juin. Puis il y a eu tous les sit-ins de Rabat, de Casa, de Reprise, d'autres villes, Marrakech. Peu importe, il y avait moins de gens à Marrakech qu'à Casablanca ou à Rabat. L'essentiel, c'est que les Marocaines, des Marocaines et des Marocains, et plusieurs, sont sortis parce qu'ils ont senti que leur liberté individuelle était menacée. Ça, c'est important. Nous sommes sortis dans la rue, on l'a exprimé, on a dit ce qu'on pense. C'est aussi un facteur, si ce n'est le plus important, c'est un facteur qui a fait qu'on a ce débat aujourd'hui. Il y a eu bien sûr la mobilisation des avocats, et là, je souhaiterais vraiment rendre hommage à ce corps. J'aimerais bien voir le triptyque réseaux sociaux,
mobilisation de la société civile, mobilisation d'une corporation, des avocats. Ouais. Est-ce qu'on peut quantifier ça? Est-ce qu'on a vraiment, est-ce que vraiment les réseaux sociaux, entre les réseaux sociaux et la mobilisation sur le terrain, est-ce que vous y voyez une réelle corrélation? En gros, est-ce que ça correspond ce qu'on a pu voir sur Facebook, Twitter, etc., et ensuite la mobilisation effective sur le terrain, est-ce qu'il y a une véritable correspondance ou il y a un gap? Il y a un lien. Les réseaux sociaux et la société civile, c'est la société civile qui est sur les réseaux sociaux. La société civile a utilisé les réseaux sociaux pour annoncer les dates des sit-ins, en fait, les trois sont... c'est une chronologie à 3 acteurs qui travaillent en même temps. Il y a quand même moins de monde dans la rue que sur Facebook, quand même. Exactement. Non, mais c'est que dans les événements, on voyait participants 5 000, 10 000, oui. Mais sur place, il y avait 1000 personnes. Donc il faut... À Casablanca, je crois qu'il y avait un peu plus. Non, il faut regarder, il faut pas se tromper. Le virtuel, c'est le virtuel. Il y a des gens qui se solidarisent, mais qui ne vont pas aller jusqu'au bout de la démarche pour sortir dans la rue. Les gens qui sont sortis dans la rue, c'est beaucoup de militants, de gens qui sont habitués à cet exercice de contestation et d'autres personnes qui sont venues pour la première fois. On voyait des gens de la bourgeoisie casablancaise qui ne sortaient jamais, qu'on a retrouvés dans les sittings. Malheureusement, dans les salons, dans une certaine classe sociale, oui. Les gens parlaient, ils étaient tous en colère, c'est pas normal, mais ils ne vont jamais jusqu'au bout de la démarche. Autre chose. Nous sommes à 2 jours, d'élection. On ne peut pas leur faire un procès parce qu'ils ne sont pas sortis. On ne peut pas leur faire un procès. Là, on ne leur fait pas de procès. Mais il y a, très bien. Dans 2 jours, il y a des élections. Et c'est des élections qui sont municipales, qui sont de proximité. Les gens ne vont pas aller voter. Mais dans quelques semaines, ils vont commencer à dire personne ne fait rien, Kada, c'est pas... Et il faut aller jusqu'au bout de sa démarche. Quand on décide de dire qu'on touche à nos libertés, que c'est dangereux, qu'on a peur pour nos enfants, pour la liberté des femmes, pour nos filles, il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Vous êtes d'accord avec ça et descendre. C'est un langage de militant. Ah oui, non, mais il langage. Et sur le langage de mobilisation, est-ce que vous le sentez? Parce que là, on a un discours de la part de Youssef Chahbi que j'imagine que beaucoup de gens qui nous regardent, bien sûr, mais qui partagent en disant oui. Mais alors, quand c'est le moment d'aller demander ses droits, il n'y a plus personne. Ça, c'est quoi? C'est une réalité à nous? Non, c'est pas une réalité à nous, c'est une réalité de la catégorie sociale. Je ne peux pas dire il y a plus personne. Dans un état de droit, on n'aurait pas à sortir à chaque fois pour demander le moindre droit. C'est pas possible. Je vais pas, moi, laisser mes affaires, même si moi, je sortirais, mais je ne suis pas censée sortir, me mobiliser à chaque fois. Parce qu'il y a un État avec des lois, avec une constitution qui est censée me protéger. Je n'ai pas à avoir ces démarches-là. Maintenant, bien sûr, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sortent, mais tous les gens ne sont pas forcés de sortir, d'être dans le militantisme. Vous êtes fatigué que la société civile soit attendue pour ça? C'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est juste qu'à un certain moment, la société civile va être essoufflée. Elle ne pourra plus sortir à chaque fois. Et c'est dommage. Sur les affaires de mœurs, on a touché du doigt quelque chose d'important, c'est une catégorie sociale particulière. Ça ne veut pas dire que cette catégorie sociale, qui est de la classe moyenne supérieure et la bourgeoisie, soit spécifiquement moderniste ou plus ouverte ou tolérante sur les mœurs. Parce que même au sein de la bourgeoisie, il y a de tout. Exactement, on est bien exactement, mais justement, ça a réduit énormément le nombre de personnes déjà qui se sont touchées. Même si les filles qui ont été pourchassées sont des filles plutôt de classe populaire, il n'empêche qu'on s'est solidarisé avec ces personnes-là, parce que ça nous touchait directement dans notre mode de vie. Or, les gens qui sont touchés par ça ne sont pas forcément des gens qui sont les plus militants ou ceux qui descendent le plus dans la rue. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, je voudrais nuancer. L'atteinte aux libertés touche tout le monde. Je suis désolée. Moi, je travaille beaucoup dans le milieu rural, à travers mon association, et je suis désolée de dire que les droits fondamentaux, qu'on soit dans le rural, qu'on soit dans l'urbain, qu'on soit dans la montagne, qu'on soit au Sahara, c'est le respect des droits, et je suis d'accord avec Fedwa, l'État est là, les institutions sont là pour protéger nos droits, et pas pour nous obliger à chaque fois d'aller quémander nos droits. Non, les droits sont des acquis. Et malheureusement,
pourquoi je disais tout à l'heure que je ne suis pas si optimiste, malheureusement, il y a aujourd'hui au Maroc des retours sur des acquis. Et nous sommes devant des institutions qui ne font rien à cet effet. Il n'y a aucun acquis malheureusement, il n'y a aucun acquis sur... En principe, le mot douane devrait être un acquis. En principe, la Constitution est un acquis. Oui. L'égalité est un acquis. Le respect des droits des citoyens est un acquis et des citoyennes. Oui. Mais aujourd'hui, on voit des personnes dans la rue qui veulent se substituer à l'État, qui veulent faire la loi eux-mêmes. Alors, on va y arriver. Et l'État ne fait rien, on est là, on va y arriver parce qu'il y a eu plusieurs affaires en résonance à ça, avec justement de la justice faite par le peuple. Vous savez, on va parler de la loi du Talion tout à l'heure, mais j'aimerais juste revenir par rapport à cette affaire-là. Est-ce que cet engouement peut être expliqué par le fait qu'il y a eu quand même pas mal d'affaires à répétition comme ça? Il y a eu les jeunes de Nador, là on parle que des filles d'Inzgan, mais il y a eu le short de Asfi qui a été un épisode beaucoup plus court. Nador, c'était il y a à peu près 2 ans. Est-ce qu'on va avoir des épisodes répétitifs comme ça? Oui, c'est forcé parce qu'en fait on est dans une société très ambivalente. On l'appelle société schizophrène. Moi je n'aime pas trop le terme parce que c'est un terme médical. Ambivalente où on est entre deux, on est bercé entre deux, non pas deux modèles, mais deux façons d'être. On est en fait de plus en plus libéraux dans les mœurs, malgré tout, surtout dans les villes, mais même dans les campagnes. On se marie de plus en plus tard, ce qui sous-entend qu'on choisit son conjoint. On fait de moins en moins d'enfants, ce qui sous-entend que la sexualité est importante. La jeunesse marocaine est bouillonnante, débordante, mais elle n'a pas suffisamment d'espace pour s'exprimer et encore moins d'espace pour être libre et vivre ses amours ou ses aventures de manière complètement protégée. Et donc, du coup, ça crée des tensions. On a envie de garder une société où on se marie avec une personne et à ce moment-là seulement on a un rapport sexuel. Or, c'est pas possible de rester de 15 ans à 30 ans sans rapport sexuel. Donc, on est dans une société un peu ambivalente. On demande aux jeunes, et on fait reposer surtout cette responsabilité sur les femmes, de rester vierges, de rester, comme on dit, de ne pas se donner. Et de ne pas tenter. Et de ne pas tenter, c'est la responsabilité des femmes. Et en même temps, on recule l'âge du mariage, même si on ne fait pas d'études supérieures, et de plus en plus de jeunes vont faire des études supérieures dans ce pays, les chiffres sont éloquents. Même si on ne fait pas d'études supérieures, on va travailler, on continue à faire sa vie de jeune, mais on se marie à 28 ans, 29 ans, 30 ans. À Casablanca, l'âge moyen, c'est 31 ans. Mais vous vous rendez compte, ce que vous venez de dire, est-ce qu'on pouvait le dire de cette manière, ou en parler, il y a à peine, allez, je vais dire 15 ans? On verra si je peux revenir à cette émission. Est-ce qu'on pouvait en parler comme ça il y a 15 ans? Il y a 15 ans, on ne parlait pas de beaucoup de choses. Oui, non mais... Il y a 15 ans, on ne parlait pas d'avortement. Il y a 15 ans... Mais on le faisait. Le mot bien sûr qu'on le faisait. Moi, j'ai parlé à des... Il y a des tabous. Voilà, quoi. Ils sont en train de tomber les uns après les autres. Il y a même plus que ça. Ma mère est morte, Allah yarhamha. Elle aurait eu 70 ans, Adham, et j'ai toujours des photos d'elle en mini-jupe à 20 ans, en bikini avec mon père sur les plages. Et en même temps, dans la même famille, il y avait ma tante, Darhma aussi, qui portait toujours cette djellaba, qui était conservatrice, juste parce que l'une a fait le pas d'aller faire des études supérieures. Et donc, on acceptait un petit peu cet attribut de la modernité qui est un accoutrement européanisé. Et il n'y avait aucun problème au sein de la même famille. Donc, oui, il y a 50 ans, il y a 70 ans, c'était beaucoup mieux, limite. Enfin... Je ne vais pas tomber dans cette nostalgie. Oui, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de nostalgie de ce type sur les réseaux sociaux. Non, ça c'est pas. Qui est véhiculé. Je m'inscris pas vraiment dans cette nostalgie-là. C'est juste que. Vous êtes nostalgique comme ça, Naïm? Non, non, mais justement. C'est juste que pour rejoindre Naïma, effectivement, on discutait pas de beaucoup de choses. Hein. La télé, franchement, tu sais. Tu vois un petit peu comment c'était la télé il y a 15 ans. Il n'y avait pas de débat. Voilà, il n'y avait pas de télé. Il y avait de la communication, on ne sait pas ce que c'est. Mais voilà. Là, je me rappelle par contre, j'ai 2 observations à faire. Un, au début de l'apparition d'une chaîne concurrente, je ne sais pas si j'ai le droit de donner le nom. Vous avez dit chaîne concurrente, ça suffira. L'apparition d'une chaîne concurrente et amie. Au début, il y a eu une ouverture, il y avait des débats, il y avait de la contre. Là, c'était pas crypté. Non, c'était pas crypté, les débats étaient pas. Là, je me rappelle, j'étais jeune et je découvrais. Il y avait de la contradiction, il y avait des positions. Mais après, les choses se sont estampées, ça s'est arrêté pour des raisons je ne sais pas. Mais bref, mais autrement, oui, il y a une évolution du conservatisme. Mais est-ce que le cumul de ces affaires-là ne permet pas, justement,
au forceps de faire avancer Exactement. le débat. Ma question, elle était sous-entendue là-dedans. C'est une société née dans le conflit, ça c'est évident. Alors le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce conflit devienne ravageur. Il faut qu'on trouve des positions. Récurrent, c'est pas grave tant qu'il est démocratique, tant que c'est des débats. Au contraire, c'est une bonne santé, il faut l'avoir. Moi, je l'ai dit et je l'ai écrit, je préfère, pour moi, l'opposition moderniste-conservateur est une fausse opposition. La vraie opposition, elle est entre les démocrates. Que nous allons parler. Je vous coupe, Naïma. On se retrouve, on fait une petite coupure. Et justement, on pourra continuer de là-dessus dans la deuxième partie de 60 minutes pour comprendre. À tout de suite.